Wicca Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère. Bonjour et bienvenue dans notre émission Éveil et Sortilège. Je suis l'animateur de ce programme et je suis ravi d'ouvrir cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour tout le monde. Et de mon côté, en tant qu'expert, je suis prête à décortiquer avec toi la pile de sources assez incroyable qu'on a sur la table aujourd'hui. Ouais, une pile vraiment massive. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème fascinant, la Wicca, le culte à mystère des sorcières. Ah, la Wicca. C'est un sujet vaste et franchement souvent très mal compris par le grand public, tu ne trouves pas ? Ah, mais complètement. Il est d'ailleurs fascinant de s'imaginer à quel point la culture populaire a saturé l'imaginaire collectif avec la figure de la sorcière. Ah oui, les fameux clichés. Exactement. Immédiatement, on a ces images très visuelles qui s'imposent. Genre le nez crochu, le chapeau pointu, le chaudron qui bouillonne au fond d'une forêt lugubre. Et puis toujours cette association avec une sorte de magie noire très hollywoodienne, quoi. C'est vrai, c'est presque un réflexe conditionné. Sauf que lorsqu'on écarte un peu ce folklore de contes de fées pour observer la réalité de cette pratique spirituelle contemporaine, le contraste est saisissant. C'est vraiment le jour et la nuit. Tout à fait. Et c'est pour ça que nos sources du jour sont si précieuses. On a des textes fondateurs, comme le célèbre Livre des Ombres de Gerald Gardner. Ouais, un incontournable. On a aussi des manuels de pratique beaucoup plus contemporains, écrits par des figures très connues comme Scott Cunningham, et des analyses historiques pointues. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de lister bêtement des dogmes, mais vraiment de dissiper les mythes. On veut comprendre d'où vient vraiment la Wicca, dévoiler sa philosophie éthique, examiner ses outils. Et surtout voir comment ce culte est passé de rassemblements hyper secrets à une pratique spirituelle solitaire très ancrée dans l'écologie. C'est ça. Et pour replacer le contexte, il faut remonter à 1951. Un événement juridique en apparence mineur se produit en Grande-Bretagne. Le Parlement raille purement et simplement de ses textes de loi les dernières législations qui pénalisaient la sorcellerie. C'est la fin d'une très longue ère de persécution, oui. Voilà, et presque du jour au lendemain, un personnage singulier, un ancien fonctionnaire colonial britannique à la retraite, sort du bois. Gerald Gardner. Gardner, oui. Et ce contraste entre l'imagerie d'Épinal et la réalité de la pratique, c'est vraiment le nœud du sujet. Carrément. Il affirme non seulement que les sorcières existent toujours, mais qu'il a lui-même été initié par un groupe secret dans la New Forest. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la majorité des grandes traditions religieuses occidentales, la magie est reléguée aux marges. Elle est suspectée d'hérésie ou condamnée. Ouais, c'est le mal absolu. Exactement. Mais la Wicca, elle, opère un renversement total. La magie n'est pas un artifice. Elle est vraiment au centre de l'expérience du sacré. Et ça repose sur un postulat très clair. La nature n'est pas un simple décor inerte. C'est pas juste un terrain de jeu pour l'humanité, quoi. Non, c'est la manifestation littérale et tangible du divin. L'écorce d'un arbre, une rivière, les astres, tout ça est imprégné d'une conscience sacrée. Et c'est là que l'histoire de Gardner devient sujette à d'intenses débats. Parce qu'il présente la Wicca comme une ligne directe, tu vois, une survivance ininterrompue d'un culte païen préhistorique. Oui, il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Margaret Murray, une anthropologue de l'époque. Voilà, celle qui théorisait une religion universelle des sorcières dédiée à la fertilité. Sauf que les travaux historiques plus récents ont largement déconstruit cette version romancée. La Wicca n'est pas du tout une capsule temporelle venue du néolithique. Ah non ? Pas du tout. C'est en fait l'un des syncrétismes les plus brillants du XXe siècle, un véritable collage spirituel. Gardner a fusionné des éléments disparates, genre le druidisme, la franc-maçonnerie pour tracer le cercle, et même la magie cérémonielle d'Aleister Crowley. Mais attends, décortiquons un peu ça, parce que là, il y a un truc qui coince. N'y a-t-il pas une énorme contradiction à revendiquer une tradition préhistorique, des chamans de l'âge de pierre, tout en empruntant allègrement des rituels à la franc-maçonnerie du XXe siècle ? C'est la critique classique, oui. Pour ceux qui écoutent, ça pourrait ressembler à un bricolage sans aucune légitimité, non ? Ce qui est fascinant ici, c'est que la sociologie religieuse a fini par regarder au-delà de cette empreinte matérielle. Il faut distinguer la forme du fond. Le vocabulaire, la gestuelle, oui, ce sont des constructions modernes. D'accord. En revanche, l'élan spirituel, la vénération des cycles naturels, l'observation de la Lune, ce sont des archétypes très anciens. C'est un mouvement de reconstruction, ce qu'on appelle le néopaganisme. Il faut d'ailleurs mentionner le rôle crucial de Doreen Valiant dans cette reconstruction, n'est-ce pas ? Absolument. Sans elle, la Wicca n'aurait pas ces thèmes poétiques. Elle a épuré les textes de Gardner, retiré les influences sombres de Crowley, et elle a rédigé des textes magnifiques comme La charge de la déesse. Ce qui amène un défi majeur.
Si c'est une reconstruction moderne, sans autorité centrale, comment ce mouvement parvient-il à définir une morale ? C'est une excellente question. Parce que les sources décrivent une théologie très polarisée. On a la déesse mère, souvent triple, jeune fille, mère, vieille femme, et de l'autre côté, le dieu cornu, le maître des forêts. Oui, lié aux animaux et au cycle du soleil. Sauf que la religion chrétienne a historiquement diabolisé ce dieu cornu en fusionnant son image avec celle de Satan, non ? C'est un mécanisme classique d'inversion. Les anciens dieux deviennent les nouveaux démons. Mais dans la Wicca, ce dieu cornu est expurgé de toute notion de mal ou de péché. C'est la force vitale brute. D'accord. Et pour la morale alors ? Tout repose sur un code éthique absolu, le postulat Wiccan. Une seule phrase. Si nul n'est lésé, fais ce que tu veux. Alors ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça a l'air permissif, mais ne léser personne, ça inclut soi-même, les animaux, la planète, et c'est verrouillé par la fameuse loi du triple, c'est bien ça ? Exactement. Chaque action, positive ou négative, revient à son auteur, multiplié par 3. Donc c'est fondamentalement un boomerang énergétique. On ne fait pas le bien par peur d'un châtiment divin lointain dans l'au-delà, on le fait parce que la physique spirituelle nous le renvoie directement en plein visage. C'est une très bonne analogie. Cela crée une spiritualité d'une immense responsabilité personnelle. On ne peut pas accuser une entité démoniaque de ses échecs. C'est clair. Et il croit aussi en la réincarnation, je crois. Oui. L'âme se repose dans le pays de l'été éternel, le Summerland, entre deux vies. Cette vision élimine le marchandage avec les divinités. Pas de prière du type « donne-moi une voiture et j'allumerai une bougie ». C'est plus une technique d'harmonisation. On demande la clarté mentale, tout en sachant qu'on reste l'artisan de sa réalité. Tout à fait, l'intention est primordiale. Mais alors, si tout est une question de responsabilité et d'intention mentale, pourquoi s'encombrer d'un arsenal d'objets physiques ? Parce que visuellement, les rituels wiccains sont hyper riches. Oui, le visuel compte beaucoup. La psychologie humaine a besoin de frontières tangibles pour basculer dans un état sacré. On parle beaucoup du cercle magique. Scott Cunningham insiste sur le fait que ce n'est pas juste un trait au sol. Non, c'est un temple invisible, une sphère d'énergie tridimensionnelle pour concentrer le pouvoir et bloquer les distractions. Et à l'intérieur, on trouve des outils. Le pentacle pour la terre, le calice pour l'eau, la baguette pour l'invocation. Mais attention, ces outils ne sont que des supports de concentration. Ils n'ont pas de pouvoir autonome. Une baguette ne fait pas d'étincelles toute seule. Et il y a ce contraste crucial avec les couteaux. L'atamé, à manche noire, qui sert à diriger l'énergie mais ne coupe jamais la matière. Et le bolen, à manche blanc, pour couper physiquement des herbes. C'est une distinction fondamentale entre le travail énergétique et le travail matériel. Et au centre de tout ça, il y a le fameux livre des ombres. On imagine un vieux grimoire poussiéreux, mais en fait, c'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est l'inverse d'un texte figé. C'est un journal évolutif. En gros, c'est un carnet de recettes en open source. Contrairement à un texte sacré institutionnel, chaque pratiquant y ajoute ses rituels, le tape à l'ordinateur ou l'adapte selon ses ressentis du moment. J'aime beaucoup l'analogie de l'open source. C'est vraiment l'essence de la magie wiccan. Ce n'est pas du surnaturel figé, c'est le mouvement naturel des énergies. Si un sortilège vieux de 300 ans ne résonne pas émotionnellement pour toi, il ne fonctionnera tout simplement pas. C'est logique. Et ces outils ne sont pas utilisés n'importe quand. Tout est synchronisé avec la nature, ce qu'ils appellent la roue de l'année. Oui, un calendrier basé sur la mécanique astronomique et agricole, avec 21 célébrations. 8 sabbats, comme Samhain fin octobre pour honorer les ancêtres, ou Yule au solstice d'hiver. Et 13 esbats, les rites de pleine lune. Cette indexation sur les cycles naturels transforme l'écologie en acte spirituel. Dans la Wicca, la magie verte implique que nuire à la terre, c'est nuire au divin. Recycler ou planter un arbre devient un geste rituel, du coup. Absolument. Et c'est là qu'on touche au vrai mystère wiccan. Il ne se trouve pas dans des textes secrets. Ouais, l'exemple de la pomme donné par Cunningham est frappant. Si on coupe une pomme en deux, pas par la tige mais horizontalement, on révèle un pentagramme parfait avec les pépins, le symbole de la vie, de la mort et de la renaissance. Exactement. Le mystère entier est dans ce fruit banal. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre quotidien ? Faut-il absolument organiser des rituels complexes pour vivre ces fameux mystères ? Cela soulève une question importante. Le vrai mystère, en fait, c'est l'observation. Regarder un glaçon fondre, assister à une naissance ou simplement observer cette pomme pourrir pour donner un arbre. Le mystère s'expérimente, il ne s'apprend pas dans un livre.
Ce qui rend l'évolution historique de la Wicca encore plus dingue. Parce qu'avant, pour apprendre tout ça, il fallait trouver un coven, un groupe secret. Oui, la tradition gardénierien, par exemple, était très stricte, dirigée par une grande prêtresse, avec 3 degrés initiatiques, pratiquait nue ce qu'ils appellent en tenue céleste. Et la tradition alexandrienne rajoutait encore des éléments égyptiens ou kabbalistiques. Mais aujourd'hui, ça a radicalement changé. Avec l'explosion de la pratique solitaire et éclectique. Scott Cunningham a d'ailleurs beaucoup œuvré pour la démocratisation de l'auto-initiation. Le tabou du secret a explosé. Avant, c'était pour des raisons de survie. Mais aujourd'hui, garder la magie secrète est vu comme une restriction de l'énergie. Voilà. Chacun peut forger sa pratique sur mesure. Mais attends, j'ai une question là-dessus. On a toujours dit qu'il fallait une sorcière pour faire une sorcière, non ? L'initiation, c'était la transmission d'une lignée. N'y a-t-il pas une perte de substance si n'importe qui peut s'auto-initier dans son salon avec un verre d'eau, une bougie d'anniversaire ? C'est un point de friction courant, mais la réponse des auteurs solitaires est très lucide. Ils expliquent que la véritable initiation ne vient pas d'un autre être humain. C'est juste une validation sociale, ça. D'accord, donc ça se passe où ? La vraie initiation, c'est la connexion directe et intime entre le pratiquant, la déesse et le dieu. L'absence d'outils complexes, ce rituel simplifié, prouve que la magie réside dans la conscience de l'âme, pas du tout dans les objets physiques. C'est puissant comme vision. Au final, quand on résume, la Wicca n'est vraiment pas un folklore de contes de fées ou de magie noire. C'est une religion de la nature, profondément moderne, qui exige une responsabilité éthique immense avec cette fameuse loi du triple. Oui. Et pour tous ceux qui cherchent un sens spirituel face aux angoisses écologiques actuelles, cette approche propose de réenchanter le monde physique. L'individu n'est pas séparé de l'environnement. Il en est une extension vivante. Ce qui m'amène à une pensée finale assez provocatrice pour ceux qui nous écoutent. À une époque dominée par l'intelligence artificielle, les écrans omniprésents et la réalité virtuelle, se pourrait-il que la magie la plus puissante, la plus radicale et la plus subversive à notre disposition aujourd'hui, ce soit simplement l'acte de se déconnecter, de sortir, de s'asseoir sous un arbre et d'écouter les rythmes du monde physique? C'est une excellente réflexion. Peut-être que la vraie magie commence là. C'est une idée fascinante à méditer pour notre audience. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse approfondie des mystères de la Wicca, et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Wicca Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.